Je suis ravi de vous retrouver, Elie Chouraqui. Moi, je suis ravi d'être avec vous, vraiment. Merci de prendre le temps malgré le confinement et la situation, malgré le contexte, merci de prendre le temps de, malgré tout, nous permettre de garder un lien avec tous nos amis qui nous suivent et puis de continuer notre mission qui est de transmettre et d'enseigner l'histoire de la Shoah avec des textes compliqués, difficiles. Et Elie Chouraqui, le texte que vous allez lire est un texte fondamental pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Shoah. C'est celui de Philippe Müller, qui est un juif déporté de Tchécoslovaquie en 1942 et qui va occuper la fonction de membre des Sonderkommando et qui va faire ce travail terrible qui est affecté par les nazis eux-mêmes aux Juifs, à savoir sortir les cadavres des chambres à gaz et brûler les corps. Mais Philippe Müller survivra. Il fera partie de ces rares Sonderkommando à survivre à la Shoah. Il écrira son témoignage qui va être publié en 1979 après la guerre. Il va même témoigner à Francfort lors d'un procès important. Et puis, il sera, vous le savez, Elie Chouraqui, un des témoignages les plus importants du film de Claude Lanzmann, Shoah, où il donnera son témoignage oral. Et donc, eh bien, merci, Elie Chouraqui, de lire ce texte. Bon, c'est un texte qui n'est pas facile, hein, donc je vais me lancer dedans. Presque tous les déportés portaient des masques, portaient des marques d'affreuses blessures provoquées par les coups de matraque, les crosses des armes, les coups de feu ou les crocs des chiens déchaînés. Parvenus à l'extrême limite de la résistance morale et physique, sans voix, sans larmes, ils demeuraient complètement pétrifiés au-delà de toute détresse exprimable. C'est alors que Vos s'avança vers la foule, prostré et hagarde. Il leva les mains pour l'adjurer de retrouver son calme et prit la parole. Juifs, que signifie ce tumulte? Votre heure a sonné et rien au monde ne peut plus vous sauver. Il vous reste cependant encore une chance. Si vous êtes raisonnable, je peux vous épargner le pire, à vous et à vos enfants. Oui, je peux vous épargner beaucoup de mal, insista-t-il. Quelques têtes alors se relevèrent. Comment fallait-il interpréter ces paroles? Existait-il encore une chance de salut? Mais aussitôt, Vos ajouta, tout sera beaucoup plus facile si vous vous déshabillez rapidement et si vous vous rendez ensuite dans le local voisin, à moins que vous ne préfériez rendre plus pénibles les derniers instants de vos enfants. Cette fois, ces mots étaient sans équivoque. Il annonçait sans détour ce que leur réservait leur bourreau. Auparavant, si prévenant. Un silence de mort s'installa. Puis, avec des gestes mécaniques d'hallucinés, la plupart commencèrent à se défaire de leurs habits. Quelques-uns pourtant hésitaient encore. Rapidement repérés par leur bourreau, ils furent impitoyablement refoulés, habillés ou non hors du vestiaire, jusque dans la chambre à gaz. Les hommes, pourtant sans défense, se groupaient autour des femmes et des enfants pour les protéger des brutalités des SS et des chiens. Dans un inimaginable chaos, tout le monde poussait, se bousculait, se piétinait. Le sang coulait, les SS criaient et matraquaient. Les chiens policiers, comme fous, mordaient au hasard bras et jambes. Soudain, on entendit s'élever de l'affreux vacarme un chant qui se transforma bientôt en un véritable chœur. Des hommes venaient d'entonner l'hymne national tchécoslovaque, auquel fit écho peu après le chant juif Hatikva, la Hatikva. Ultime protestation contre l'inéluctable destin qui leur
était imposée. Aux accents de l'hymne tchécoslovaque, ils faisaient de bouleversants adieux à leur passé, qui leur avait permis de vivre et de partager pendant 20 années, en tant que minorité reconnue, l'égalité des droits avec les autres citoyens d'un pays démocratique. Quand la Hatikva, l'actuel hymne national d'Israël, elle exprimait pour eux l'avenir, un avenir libre qu'ils ne connaîtraient jamais. Le comportement de mes compatriotes prenait à mes yeux une dimension, une signification d'une ampleur sans précédent, et était contraint de faire, et devant tout ce qui m'attendait, il me semblait insensé de cette existence sans issue. Les espoirs que j'avais formés pour le se réaliser quant au mouvement de résistance, j'avais compris à la lumière de ces derniers jours qu'il était vain de compter sur une tentative de soulèvement aussi longtemps que le front serait si éloigné. Fierté et résolution dans la chambre à gaz, je m'interrogeais sur la valeur de mon existence, même s'il devait m'arriver d'en réchapper par miracle. Que pourrais-je attendre de la vie si je retournais à Téred, ma ville natale? Un métier, une maison, des affaires, tout cela, au fond, avait-il tant d'importance? Et d'ailleurs, toutes ces choses n'étaient-elles pas remplaçables? Mes vieux parents, mon frère, tous mes camarades, mes amis, mon professeur, les hommes de notre religieuse que je ne reverrai plus, rien ni personne ne pourrait jamais les remplacer. Sans eux, l'aspect de ma ville natale, ma rivière vague, si pittoresque, les paysages familiers de mon enfance perdaient leur âme. Que retrouverais-je d'ailleurs dans notre maison de Séred? Des étrangers? Et dans l'école juive de mon enfance, dont je connaissais tous les recoins, quel silence devait maintenant régner? Et notre synagogue, que je fréquentais si souvent avec mon grand-père Maximilien, le jour du Shabbat, qu'était-elle devenue? Sûrement pillée ou profanée, elle devait être transformée en nase ou en quelque autre établissement laïque. Quelle sorte de pays me faudrait-il revoir? Je n'avais devant moi qu'un avenir vide de sens et stérile, qui me libère de la mort si souvent redoutée. N'ayant jamais éprouvé de penchant pour le suicide, j'étais maintenant résolu à partager le sort de mes compatriotes. Profitant du lamentable tumulte qui régnait à proximité de la porte de la chambre, je me mêlais à la foule et me dissimulais à l'intérieur du local près d'une colonne de béton. Bon, les chœurs maintenant avaient cessé. On entendait seulement des sanglots étouffés, des plaintes sourdes se transformant en une sorte de complainte déchirante reprise à l'unisson. Soudain, un jeune enfant me fit face. Il paraissait surpris et me regarda curieusement, sans dire un mot. Ayant remarqué que j'étais seul, il s'adressa à moi d'une voix timide et angoissée. Monsieur, peux-tu me dire où sont cachés mes parents, mon père et ma mère? Je m'efforçai de le rassurer. Et je lui dis que ses parents se trouvaient certainement parmi ceux qui se pressaient vers la porte. Va par là, petit, lui dis-je en essayant de le tranquilliser. Ils t'attendent certainement. L'ayant suivi des yeux, je remarquai alors qu'un groupe d'environ 15 personnes se formait autour de moi. Certains s'étaient déjà déshabillés et me dévisageaient d'un air scrutateur. À ma grande surprise, l'un d'eux m'appela par mon prénom. En examinant de plus près ces quelques compatriotes, je reconnus le secrétaire de bloc, Hugo Braun, et le doyen responsable de bloc, le docteur Otto Heller, dont j'avais fait la connaissance en accompagnant le commando à la serrurerie au camp des familles. La décision que j'avais prise de mourir avec mes compatriotes ne pouvait plus se réaliser comme je l'avais pensé. Ceux qui se trouvaient autour de moi me pressaient en effet de leur expliquer pourquoi je voulais mettre fin à mes jours avec eux. Je les suppliais de ne pas révéler ma présence
car je savais qu'il fallait encore quelque temps pour que la chambre à gaz soit pleine. Dans la chambre à gaz, faiblement éclairée, l'ambiance était oppressante et tendue. Nous savions tous que notre mort était imminente. C'était peut-être désormais l'affaire de quelques minutes. Bientôt, il ne resterait rien de nous. J'entendis pourtant encore quelques bribes de phrases annonçant que le jeune Freddy Hirsch, qui s'était dévoué avec tant de sollicitude pour la jeunesse dans le camp des familles, s'était suicidé. Puis tout à coup, quelques jeunes filles nues se pressaient autour de moi. Elles étaient toutes dans la fleur de l'âge. Elles demeuraient immobiles, me regardant sans dire un mot, en proie à un étonnement manifeste. Certaines hochaient la tête et me considéraient totale incompréhension. L'une d'elles s'enhardit pourtant et me déclara d'une « Nous venons d'apprendre que tu veux nous suivre dans la mort. Ta décision peut s'expliquer, mais elle est inutile car elle ne servira à personne. À qui penses-tu qu'elle puisse profiter? Nous savons que nous devons mourir, mais toi, tu as encore une chance de t'en tirer. Tu dois témoigner plus tard de nos derniers moments. Il faut que tu puisses expliquer à tous qu'ils ne doivent se faire aucune illusion. Ils doivent combattre. Il est inutile de mourir ici impuissant. Et toi, si tu survis à la tragédie, raconte au monde entier comment nous avons péri. Une dernière prière. Je désire qu'après ma mort, tu retires la chaîne en or autour de mon cou et que tu la remettes à mon ami Sacha. Il travaillait à la manutention. Fais-lui part des adieux de Jana. J'étais abasourdi par tant de courage et de sang-froid en de telles circonstances. Avant même d'avoir pu réfléchir à ma réponse, les jeunes filles surmontèrent mon opposition. Elles m'empoignèrent par les bras et les jambes et me traînèrent littéralement jusqu'à la porte de la chambre à gaz, malgré ma résistance. Puis elles me relâchèrent et me poussèrent dehors de toute leur force. J'échouai au milieu des SS qui se tenaient en faction. Curtius me reconnut le premier et me frappa aussitôt avec sa matraque. Je tombai à terre et lorsque je me relevai, une véritable volée de coups de poing s'abattit sur moi de nouveau. Étrangement, quand je repris mes esprits, la volonté de vivre m'était revenue. Je me relevai en chancelant. Curtius hurlait. « Espèce de scélérat, apprends que c'est nous et non toi qui décidons si tu dois vivre ou rire. En attendant, en vitesse, au four. » Je reçus encore un coup de poing en plein visage qui me fit trébucher contre le mont dont les portes étaient ouvertes. Je mis en marche et à la salle d'incinération. Mais je n'avais plus la force de marcher. Tout se brouillait dans ma tête. Je sentis que j'allais m'évanouir et plonger comme une masse dans le néant. Lorsque je revins à moi, je me trouvais dans la soute au coke. Quelques camarades m'aidèrent à me relever et me conduisirent jusqu'à la porte qui était ouverte. Ils me conseillèrent d'essayer de reprendre mon souffle, ce que je fis, et j'essuyai la sueur froide qui me coulait du front. Éperdu, le cœur battant, j'attendais maintenant ce qui allait arriver. Mais mes camarades se comportaient comme si rien d'anormal ne s'était passé. Ils s'efforcèrent de me rassurer, et de mon côté, je tentais de me dominer. Je demandai une cigarette, du feu, et essayai, tout en portant mes regards du côté du camp des femmes, de prendre un air indifférent. Après l'ouverture de la chambre à gaz, il fallut en dégager l'entrée. On donna l'ordre d'enlever les corps qui venaient de tomber, ainsi que ceux qui se trouvaient près de la porte. À cet effet, on passait des
courroies de cuir autour des poignets des morts, et on les traînait jusqu'au mont de charge pour les transporter dans le crématoire. Après avoir fait de la place à la porte, on passait les corps au jet, ce qui permettait de neutraliser les cristaux toxiques qui pouvaient subsister et de nettoyer les cadavres. La plupart des morts étaient en effet souillés d'urine, de sueur, de sang et de boue. De nombreux corps de femmes étaient tachés du sang de leurs règles. Lorsque les cristaux s'y entraient en contact avec l'air, des nuages de gaz mortels se répandaient d'abord à la hauteur du sol, puis s'élevaient de plus en plus. C'est pourquoi on retrouvait au-dessus de leur corps les corps des jeunes gens les plus robustes, recouvrant les plus faibles, enfants et vieillards. Au niveau intermédiaire gisaient en général les femmes et les hommes d'âge moyen. Ceux du dessus avaient réussi dans leur affolement à se hisser par-dessus les corps des victimes, déjà étendus au sol. Ils avaient eu encore assez de force pour le faire, lorsqu'ils se rendent que le gaz mortel montait jusqu'au plafond. Souvent aussi, les corps étaient enchevêtrés, parfois enlacés, ou se tenant par la main. Le long des murs, de véritables grappes humaines étaient agglutinées, semblables à des colonnes de basalte. Il fallait donc traîner les corps encore chauds et souples sur un indescriptible amoncellement humain. La manipulation et l'enlèvement de tous ces cadavres était un travail pénible et affreux. Nous étions couverts de sueur, les verres de nos masques à gaz s'embuaient rapidement et nous perdions haleine en quelques minutes. Il fallait reprendre souffle au cours de fréquentes pauses. Cette nuit-là, après l'enlèvement des morts, dans la partie arrière de la chambre à gaz, j'allais jusqu'à la colonne près de laquelle j'avais parlé avec les jeunes filles. Je retrouvais sous un amas de cadavres le corps de Jana, qui m'avait prié de remettre sa chaînette d'or à son ami Sacha. Elle semblait dormir. Je retirai le collier de son cou, ainsi que je lui avais promis, le mis dans ma poche et quittai la salle. Puis je remontai avec le mont de charge. Je rencontrai Sacha à la manutention. C'était un prisonnier de guerre russe, originaire d'Odessa, sous-officier dans l'armée rouge. Il avait été soviétique, il avait été transféré en 1941 à Auschwitz, avec plus de 13 000 prisonniers de guerre soviétiques, dont une centaine seulement allaient survivre. Sacha, qui était toujours souriant, m'accueillit cette fois avec un visage grave. Il avait appris que le camp des familles devait être liquidé. Comme je l'avais promis à Jana, je lui remis la chaînette d'or et lui sus part de son baiser d'adieu. Des larmes coulèrent sur son visage, coup tiré de cicatrices. Tête baissée en larmes, il apprit la nouvelle sans dire un mot. Puis après quelques minutes de silence, il s'écria « Maya Doragayayana » et se couvrit le visage de ses mains. Il avait vu Jana quelques semaines auparavant pour la dernière fois. Brisé, d'une voix entrecoupée de sanglots, il me fit part de leur projet d'avenir, de leurs derniers espoirs. Puis il ajouta dans un murmure, maintenant tout est fini pour nous, définitivement. La vie de nouveau me paraissait affreuse, vide de sens, insupportable. Après les terribles événements de la nuit, je ne trouvais plus en moi la force de partager plus longtemps cette nouvelle détresse, ni celle d'inventer des mots pour le consoler. Refoulant mes larmes, moi aussi, je quittai la manutention. Comme je m'en retournais par ce matin de printemps,
Un commandement rauque, puis une chanson me firent sursauter. C'était le départ pour le travail de la compagnie disciplinaire. Les détenus se traînaient péniblement sur le bord de la route et chantaient la mélodie connue. C'était une jeune fille ensorcelante, aux splendides yeux bruns, si mignonne, avec son minois de gamin. Voilà. Élie, ce texte est à la fois très dur à lire et en même temps très important parce que la majorité des Sonderkommando vont être assassinés par les nazis en novembre 1944, au moment où les chambres à gaz et les fours crématoires vont cesser de fonctionner à Birkenau. Et finalement, Philippe Müller fait partie de ces quelques Sonderkommando qui seront gardés à Auschwitz par les nazis pour continuer à brûler les corps. Et donc lui, il va faire ce travail jusqu'en janvier 1945. Et à partir de 18 janvier 1945, il va faire les marches de la mort. Et on comprend dans le texte que vous avez lu qu'il est tenté par le suicide parce qu'il sait qu'il va périr, mais finalement, cette injonction de ces femmes qui lui disent « tu dois rester vivant pour témoigner », il le fera. Et il ne cessera de témoigner jusqu'à son dernier souffle, puisque, je répète le titre de son livre, d'où vient le passage que vous avez lu, « 3 ans dans une chambre à gaz », qui a été publié en 1979, même si son premier témoignage à Philippe Müller date de 1946. Et donc, je vous conseille en tous les cas, de retourner consulter le témoignage. Élie Chouraqui, je vous entends plus, mais en tous les cas, merci beaucoup, merci 1000 fois d'avoir été à nos côtés aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt, Élie Chouraqui, à Paris ou en Israël. On vous entend pas. On vous entend pas. À bientôt. Merci.